Bonjour et bienvenue sur Antro Story Live. Aujourd'hui, je vais vous parler des Geladas, des singes qui habitent dans les hautes plaines d'Éthiopie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai lu un superbe article qu'il y avait dans le National Geographic en anglais d'avril 2017. Je ne suis pas payé par eux, mais en tout cas leurs journaux sont très cool et sur l'iPad c'est vraiment magnifique comme photo à regarder. Et vous verrez, ça a à voir avec la conservation de la nature, mais aussi un truc extrêmement positif, un endroit où la préservation a marché, en tout cas jusqu'à maintenant. Quelques petits mots sur l'Éthiopie avant de vous parler des singes. On pense souvent que l'Éthiopie c'est plutôt désertique avec des chameaux, ce qui est vrai pour une partie du pays, mais ce qui n'est pas vrai pour les hautes montagnes. On peut aller jusqu'à 4500 mètres, peut-être plus pour certains sommets, mais en tout cas les endroits dont on va parler dans ce podcast, ces parcs, ces réserves sont situés à entre 3300 et 4500 mètres d'altitude, donc très haut dans les montagnes. Ils ont la plus haute population humaine d'Afrique après le Nigeria. Ils sont deuxième avec plus de 100 millions de personnes. On prévoit d'avoir 188 millions de personnes en 2050, ce qui fait donc, vous l'imaginez, un grand nombre de personnes à nourrir, ce qui pose énormément de problèmes vu que les cultures avancent sur les territoires sauvages, entre guillemets. Il y a de plus en plus de fermes qui se font, et notamment des fermes de bétail, puisqu'ils ont 49 millions de vaches et 47 millions de chèvres, ce qui en fait la plus grande population animale d'Afrique. Ça c'était pour l'Éthiopie, en tout cas ce qui nous intéresse durant ce podcast. Pour les Geladas, eh bien ce sont des singes qui ressemblent à des babouins, mais qui en fait ne sont pas des babouins, mais ils ont la même taille et la même couleur, et on peut, disons de loin, un petit peu les confondre. En français on les appelle aussi les singes lions, en anglais on va les appeler les Bleeding Heart Monkey, donc les singes qui ont le cœur qui saigne, parce que sur leur torse ils ont une espèce d'ouverture où ils n'ont pas de poils, qui est entre le rose et le rouge en fonction du comportement sexuel du moment, et en fonction aussi pour les mâles de la domination. Le mâle qui est le plus dominant aura son torse rouge. C'est plutôt impressionnant à voir. Ce sont les seuls singes à manger de l'herbe. Quand on dit de l'herbe, il s'agit aussi des graminées et des graines. 90% de ce qu'ils mangent, c'est de l'herbe qui s'appelle la guassa, qui est justement dans ces régions des hautes terres d'Éthiopie. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a aucun de ces singes qui est ailleurs qu'en Éthiopie, il faut le savoir, ils sont vraiment localisés là-bas. Comme ils mangent de l'herbe, ils ont donc des mains qui sont spécialisées pour attraper cette herbe-là, et outre cette espèce d'ouverture sur le torse qui devient plus ou moins rouge, les mâles ont une espèce de crinière, c'est pour ça qu'on les appelle les singes lions, qui descend beaucoup plus bas dans le dos que celle des lions, ce qui fait qu'ils sont très impressionnants. Ils sont pas super grands, mais ils ont l'air beaucoup plus gros grâce à ces crinières là, et c'est à la fois pour se protéger du froid, on est quand même haut en altitude, mais aussi pour impressionner les femelles. Au niveau du comportement, ces singes peuvent être dans des groupes de 200 à 600 individus. Alors évidemment, il y a des espèces de harems où il y a un mâle avec plusieurs femelles, il y a des espèces de couples qui se forment, il y a des bandes de jeunes singes qui se mettent ensemble, et puis tous ces groupes-là se mettent ensemble et forment des grands rassemblements, et tout ça fait des énormes rassemblements de singes. C'est plutôt impressionnant de les voir dans les plaines. Si vous en regardez les photos, encore une fois, vous en trouvez très facilement sur internet. En réalité, ils sont rescapés d'une très large extinction qui a eu lieu il y a très longtemps, qui était due au changement climatique, mais aussi la compétition avec d'autres singes, notamment les babouins, mais aussi avec les hommes qui les ont chassés avec beaucoup de plaisir. Ce sont les seuls Theropithecus survivants, donc voilà encore une raison de les préserver. Même s'il y avait plusieurs espèces a priori, il faudrait quand même les préservés. Ils ont un des répertoires vocaux les plus larges des primates non humains, ce qui les rend extrêmement intéressants à étudier par les scientifiques. Il y a d'ailleurs pas mal d'équipes qui sont là-bas. Dans la journée, ils vont se réveiller sur les falaises, parce que la nuit, ils dorment sur les falaises, notamment pour se protéger des félins qu'il y a, et donc ça va les protéger. Quand on dit falaises, c'est vraiment des falaises bien escarpées. Et ensuite, ils vont aller sur les hauteurs le matin en se levant. Là, ils vont socialiser avec les autres, ils vont se battre, se faire des bisous, se chercher l'époux, etc. Tous les trucs de singes, quoi. Et ensuite, quand ils ont fini ça, ils vont aller manger. Ils vont beaucoup voyager durant la journée pour aller voyager. Ils vont traverser des plaines entières, et quand ils ne mangent pas, eh bien ils vont continuer à socialiser comme le font a priori, je pense, tous les singes. Et ensuite, donc le soir, ils vont retourner vers les falaises pour se protéger et passer la nuit là-bas. Alors voilà, ça c'était pour parler des singes. Maintenant, je vais vous parler de l'herbe, parce que c'est pas de l'herbe normale qu'il y a là-bas, ou si c'est de l'herbe normale pour là-bas, mais en fait c'est pas la même que chez nous, vous l'aurez compris. C'est une herbe qui est assez haute, qui a un développement qui est assez lent puisqu'on est en altitude. Les Geladas, donc les singes, ils la bouffent, ils bouffent les feuilles, les graminées et les graines, donc c'est absolument nécessaire, c'est indispensable pour qu'ils survivent dans la région.
mais les humains les utilisent aussi. Ils vont l'utiliser pour la nourriture, hein, on peut manger nous aussi cette herbe-là, on peut l'utiliser pour faire des habits, on peut l'utiliser pour faire des toits, donc des maisons, on peut l'utiliser pour faire des torches et des balais, pour faire des matelas, et aussi pour faire fuir les puces. Évidemment, le problème de cette herbe-là, c'est que si vous amenez des vaches dessus, ou des moutons, ou des chèvres, bon, ils vont les bouffer, mais comme ça demande énormément de temps jusqu'à qu'il y ait une nouvelle génération d'herbes, et ben généralement ce que les fermiers vont faire, c'est qu'ils vont brûler tout ça, ils vont planter des trucs qui poussent beaucoup mieux pour justement pouvoir s'occuper des vaches, ce qui pose énormément de problèmes. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, la protection de la réserve. Alors quand j'appelle réserve ou parc, c'est pas vraiment vrai en réalité, c'est plus un endroit qui est géré par les locaux, donc c'est pas Greenpeace, c'est pas WWF qui sont arrivés, c'est pas le pays qui a dit que c'était une réserve, c'est vraiment les communautés qui se sont mis ensemble il y a très longtemps, parce que ces endroits posaient problème, tout simplement parce que s'il y a une surexploitation, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de singes accessoirement, mais ça on va dire qu'ils s'en foutent un petit peu, mais en tout cas il n'y a plus d'herbe, c'est plus utilisable, il y a de l'érosion qui va se faire. Donc c'est géré très localement, et ce depuis très longtemps. Alors je dis très longtemps parce qu'il y a des légendes qui disent que ça dure très longtemps, mais les légendes c'est toujours difficile à savoir où les planter. En tout cas on sait que ça fait plus de 500 ans que ces systèmes existent et que cette région est préservée grâce à un système local. Ce sont donc les gardiens qui décident de qui va pouvoir aller chercher de l'herbe, combien, etc. Il faut savoir qu'on peut y aller chaque 2-3 ans, donc c'est pas comme si vous y allez tous les jours, quoi. Parce que l'herbe met longtemps à pousser, il faut donc préserver ça sur le très long terme. Il y a un gardien qui dit d'ailleurs que s'il n'était pas là et si c'était autorisé pour tout le monde d'aller là-bas et de collecter ce qu'on voulait, eh bien tout serait absolument vidé en 2 semaines, ce qui poserait d'énormes problèmes parce que cette réserve, entre guillemets, elle reste très fragile. Déjà, l'herbe, elle pousse pas vite, comme je l'ai dit, mais ensuite, une fois qu'on l'a enlevée, il y a de l'érosion avec la pluie, etc. Ce qui fait que les sols vont ficher le camp juste dans les vallées en dessous et plus rien ne va pousser, ni cette herbe, la guaassa, ni rien du tout d'ailleurs. Ça va plus être possible de rien faire du tout. D'ailleurs, même maintenant, ce qui protège un petit peu cet endroit, c'est que c'est isolé et c'est très haut, donc les autres formes de culture ont vraiment de la peine à pousser là-haut. Il y a entre guillemets que cette herbe et les autres trucs qui poussent là-bas. Alors il y a une phrase de l'article évidemment qui dit que si vous voulez protéger le seul singe au monde qui mange de l'herbe, protéger l'herbe c'est plutôt un bon début, et effectivement c'est plutôt la protection de l'herbe qui intéresse les gens là-bas que la protection vraiment des singes. D'ailleurs les singes de temps en temps ils descendent dans les villages parce que les villages avancent gentiment, et donc je sais pas vraiment si les villageois sont tous absolument fans des singes comme nous peut-être on pourrait l'être. C'est vraiment la préservation de l'herbe, de cette ressource qui n'est pas vraiment renouvelable sur le temps, qui va les intéresser. Il faut savoir que 1/4 des espèces endémiques d'Éthiopie vivent dans ce parc. Alors il y en a plusieurs en réalité, mais là l'article parle vraiment d'un parc en particulier parce que les autres sont gérés autrement. Donc 1/4 des espèces endémiques, c'est absolument énorme. Il n'y a personne qui y vit vraiment. Par contre, il y a 45 000 personnes qui vivent autour de cet endroit-là, c'est-à-dire à la frontière. Autrement dit, il y a quand même pas mal de pression. Et justement, pression, alors il y a des braconniers et des gens qui viennent couper de l'herbe. Alors, braconniers, il faut vraiment mettre ça entre beaucoup de guillemets parce que c'est généralement des locaux ou des gens qui viennent de pas très loin de la région qui vont aller préserver de l'herbe, que ce soit pour la vendre, pour eux, pour se construire une maison, pour nourrir leurs vaches, etc. Donc braconnier c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Historiquement, il faut savoir que il y a très longtemps, c'est plus le cas maintenant, mais les maisons qui étaient construites avec de l'herbe qui avait été cueillie illégalement comme ça par ces braconniers, elles étaient tout simplement brûlées. Les hommes qui l'avaient fait, ils étaient battus, ils étaient excommuniés parce que c'était un moment où j'imagine que ça avait encore une certaine signification. Les vaches étaient abattues, donc les vaches qui avaient mangé de l'herbe qui avait été recueillie illégalement étaient abattues et les peaux elles étaient données à l'église, merci l'église. Mais en tout cas il y avait vraiment, on peut pas utiliser vraiment une répression violente, mais en tout cas c'était très sévèrement puni. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, ce qui a permis justement de préserver cet endroit pendant des centaines et des centaines d'années. On imagine si ça avait été beaucoup plus laxiste, il y aurait tout simplement plus de singes ni de cette herbe là. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a une sorte d'interdiction
religieuse qui raffermit l'interdiction locale. Et c'est quelque chose qui aide souvent quand on peut lier une interdiction religieuse, parce que ça va donner plus de poids. Le mec se dit pas seulement je fais ça et puis j'ai un risque d'avoir une sorte de répression locale, je sais pas, le chef de mon village, mes voisins, voire éventuellement le pays, mais ça va être quelque chose de plus élevé que ça qui va pouvoir le punir, possiblement dans une vie future ou dans une vie au ciel, ou j'en sais rien, voilà, ça dépend de vos convictions, mais en tout cas c'est plutôt pas mal d'avoir une interdiction religieuse en plus d'autres choses. En tout cas là, quand il s'agit de préserver la nature, on imagine que ça peut être très très mal utilisé, et ça l'a d'ailleurs déjà été souvent fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des bandits dans la région qui vendent des armes illégalement, et ça pose problème gentiment. Parce qu'évidemment, quand vous avez des gardiens qui sont entre guillemets bien armés, vous n'avez pas forcément envie d'aller jouer avec eux. Par contre, à partir du moment où vous avez des armes qui viennent généralement des restes de la guerre civile qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, et des conflits avec l'Érythrée, donc des armes automatiques qui sont largement utilisables, l'équilibre de force entre les gardiens et les villages autour, les gens qui peuvent être autour et qui vont avoir envie d'aller choper cette herbe-là, tout simplement l'équilibre n'est plus là, et ça peut poser beaucoup de problèmes. Les gardiens sont de plus en plus en danger. Ce qui est vraiment génial, et pour voir le positif avant de regarder ce qui éventuellement pourrait ne pas marcher, c'est que localement, pendant des centaines d'années, ce système-là a fonctionné. Et c'est plutôt génial quand on y pense, parce qu'on a toujours tendance à être très défaitiste avec la protection de l'environnement. On a toujours tendance à dire que si les hommes ont leurs mains quelque part, ça ne fonctionne pas. Et bien là, en l'occurrence, ça fonctionne. Notons quand même que c'est pas une réserve dans le sens où on met un mur et personne n'y va, personne ne fait rien. C'est une réserve, mais elle est exploitée par les gens qui sont autour. Elle est juste exploitée assez pour que les gens y recueillent un avantage, mais pas assez pour que ça foire le truc sur une longue durée. Donc c'est très bien géré, et félicitations à eux et à tous ceux qui ont mis ça en place. C'est plutôt génial et c'est plutôt positif. Maintenant, il y a des changements. Notamment, il y a une nouvelle population qui arrive dans ces régions-là, qui sont poussées un petit peu de partout dans le pays. Comme il y a de plus en plus de gens, on imagine qu'il y a de plus en plus de pression démographique aussi. Évidemment, ces gens-là vont vouloir faire des fermes, vont vouloir avoir des vaches, etc. et vont vouloir grignoter peut-être ces territoires-là. Le problème quand vous avez de nouvelles populations, c'est que le côté géré localement, le respect local des communautés, le sentiment communautaire n'existe pas chez ces gens. Ils arrivent, ils sont étrangers, eux ce qu'ils veulent globalement c'est bouffer, ce que tout le monde veut a priori, survivre quoi. Et donc du coup les règles communautaires, ils auraient tendance visiblement à les apprécier avec beaucoup moins d'importance. Pareil pour le côté religieux à ça, alors vous pouvez faire partie de la même religion, mais si c'est pas votre paroisse, si c'est pas, si vous n'avez pas exactement les mêmes feelings, si les règles éventuellement sont tellement liées avec le local que vous n'en avez jamais entendu parler, ces règles-là vont avoir beaucoup moins d'importance, ce qui fait que les nouvelles populations ont tendance à casser un petit peu ça. Faut pas oublier non plus que c'est des régions qui sont très pauvres, et notamment l'Éthiopie, j'ai noté, il y a un tiers des Éthiopiens qui vivent dans une pauvreté extrême, ce qui fait que, on va dire, plus vous êtes pauvre et plus vous êtes dans le besoin, moins la conservation à la fois de l'herbe qui pousse, de la nature et encore moins des singes vous intéresse, vous cherchez à survivre, et ces populations qui arrivent ont peut-être eu des difficultés incroyables et vont vouloir commencer leur truc comme ils veulent et s'emparer des territoires comme ils veulent. Pareil pour les locaux qui sont là-bas, il y a aussi des locaux qui sont là-bas qui vont vouloir partir, je sais pas, ça leur plaît pas, ils veulent aller dans une grande ville, ils veulent faire des études, des gens donc qui sont dans ces réserves-là. Ce qui fait que le sentiment communautaire avec les nouvelles personnes qui arrivent, et entre guillemets peut-être on imagine des jeunes qui veulent partir, ça fait que la communauté en soi existe plus vraiment, et que du coup cette technique de préservation de la nature fonctionne de moins en moins. Et puis il y a un problème qui apparaît dans beaucoup de pays du monde. Alors je veux pas paraître raciste ou vouloir isoler les gens dans certaines choses, mais c'est dit dans l'article de National Geographic. Le gouvernement a beaucoup de problèmes d'argent, on imagine, ça reste des pays très pauvres, et favorise donc vraiment l'investissement chinois. Et justement c'est là où je veux pas être trop méchant, parce que mettre 1 milliard de personnes dans le même panier, ça se fait pas, c'est pas correct.
Mais on va parler uniquement des investisseurs chinois et des gens qui font du business. La nature, ils en ont rien à foutre, hein. Clairement, si vous avez voyagé en Asie, je pense aussi si vous avez voyagé en Afrique, les Chinois viennent là généralement pour choper les ressources naturelles, hein, parce que ils sont gentiment limités chez eux. Les Chinois d'ailleurs, chez eux, hein, j'ai vendu des machines pour la Chine et je peux vous dire que le respect de la nature, ils s'en foutent, à moins que ce soit gratuit éventuellement. Et donc du coup, ça pose problème quand on a tout à coup des investissements chinois qui viennent, qui vont acheter des territoires, qui du coup n'appartiendront plus au pays, et qui, croyez-moi, vont être exploités, mais bien. Hein, très très bien. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Malaisie, mais quand vous voyez comment c'est utilisé, notamment pour l'huile de palme, les mecs ils vont pas de main morte. Hein. Quand ils se casseront, ça ressemblera globalement en un truc entre Mars et la Lune. Alors, justement, il faut admettre, ce serait probablement le cas des investisseurs américains aussi. Mais il y a sans doute une pression sociale pour une partie des investisseurs européens et américain, une pression sociale sur il faut être plus bio, machin et tout ça. Il y a sans doute une petite pression qui fait que ils vont peut-être essayer de faire quelque chose un petit peu mieux. En Chine, honnêtement, je pense pas du tout que c'est une pression qu'ils ont maintenant, et voilà. Enfin bref, c'était quelques mots là-dessus, à prendre avec des pincettes, mais quand même on voit souvent apparaître investissements chinois dans des endroits où il y a beaucoup de problèmes ensuite, notamment justement au vu de la protection de l'environnement. Alors c'était ce que j'ai à vous dire sur cet article. Je pense qu'il y a vraiment d'intéressant à garder de ça, c'est qu'il y a quelque chose de définitivement positif. Au niveau local, il y a vraiment des choses à faire, et c'est peut-être une des choses qu'il faut favoriser le plus quand on essaye de préserver l'environnement, c'est de regarder la chose à un niveau local. Évidemment, vous l'aurez compris aussi, plus il y a de pression économique, tant au niveau du pays qu'au niveau individuel des gens en Éthiopie, et moins ces endroits-là vont pouvoir être préservés. Et là, justement, comment faire pour améliorer le niveau de vie moyen en Éthiopie pour que les pressions sur ces réserves-là ne se fassent plus ou se fassent moins? Et bien entendu, j'ai pas la réponse, on est sur Antro Story Live, hein. Je suis pas un prix Nobel de je sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, c'est intéressant, et je trouvais que même s'il y a une petite touche négative à la fin en disant on ne sait pas combien de temps ça va durer, et il reste que l'article est vraiment super positif et il y a plein d'images magnifiques. J'espère vous avoir rendu tout ça un petit peu intéressant et pas trop fouillis avec mes notes. Il y aura le main map justement sur Antro Story Live si jamais ça vous intéresse d'avoir mes notes. Et sinon, allez simplement lire l'article original, je suis sûr que vous apprendrez plein de choses super intéressantes. On se dit dans je sais pas combien de temps pour parler vraisemblablement de la masterclass de Stéphane Breton. À ciao, bonsoir.